Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Lac 92.1 FM et en DAB+, vous nous écoutez de la frontière suisse jusqu'à Grenoble et de Lyon jusqu'au sommet des Alpes. Vous êtes plusieurs milliers à nous écouter, voire milliards si vous écoutez nos balados-diffusions. Je mets un peu de pression à notre invité. Nous sommes lundi matin, vous écoutez l'émission Plongée au cœur de l'entreprise. Avec Laurent, nous avons fait le vœu d'explorer avec vous les pratiques managériales et de gestion des ressources humaines des entreprises de notre territoire. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Alix. Ça va, tout est bien, tu entends correctement de tes deux oreilles? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Comment vas-tu Laurent ce week-end? Bien, on a un temps magnifique aujourd'hui, ça rattrape un peu le temps bizarre de ce week-end, mais tout bien. Tout bien, t'as peut-être profité du ski ce week-end, non, un peu? Un petit peu, une petite ouverture du domaine du Grand Beau, et puis une neige pas forcément top, mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire des kilomètres en 1 ou 2 heures, et là, aïe, on est lundi matin. Très bien Laurent, merci. Pour cette 10e émission, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas recevoir un directeur ou une directrice des ressources humaines, mais un directeur général. Bonjour Johan. Bonjour Marie-Alix. Bonjour Laurent. Merci beaucoup de me recevoir. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir. On va partager ce plaisir avec nos auditrices et nos auditeurs. Johan, tu es directeur général de l'entreprise Timon. Tu nous en diras un peu plus sur cette entreprise un peu plus tard, parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Enfin, j'imagine qu'un certain nombre d'industriels connaissent, mais c'est bien d'expliquer ce qu'est ton entreprise. Timon, c'est une entreprise implantée en Savoie depuis plus de 50 ans, mais avant de parler de Timon, moi j'aimerais bien que tu nous parles de toi, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à devenir le directeur général de cette entreprise. Vaste sujet. Vas-y. Alors, pour parler de moi, je suis originaire de station de ski Notre-Dame de Bellecombe. Ceux qui connaissent, c'est probablement le plus beau coin du monde. Au moins. Oui, c'est à peu près ce que disait mon papa, en tout cas à l'époque. Ensuite, j'ai fait mes études à Megève, au collège. Et ensuite, je suis allé à Sallanches, enfin à Passy, en fait, plus précisément, pour passer mon bac. Et ensuite, mes études supérieures à Grenoble. Voilà, je suis issu d'une famille de commerçants, de restaurateurs. Mes parents, tout d'abord. Et puis, aujourd'hui, mes 3 sœurs, qui ont toutes des restaurants. Et moi, j'ai pas choisi cette voie, j'ai fait autre chose, finalement. Et pourquoi, du coup, t'as pas choisi la restauration et l'hôtellerie? Je pense que ça remonte à un rêve, en fait, ou une vision de quand j'étais petit. Je voulais avoir une cravate et je voulais avoir un costume. Et finalement, je me suis plutôt orienté vers le commerce. Parce que je sais vraiment pas, en fait, encore aujourd'hui, pourquoi je voulais ça, mais ça a guidé un petit peu mes pas et finalement j'ai réussi à avoir un costume et une cravate que d'ailleurs je porte plus maintenant. Oui, j'allais dire, t'as gardé la veste, mais t'as laissé la cravate à la maison. Je l'ai eu pendant très longtemps en fait. Je l'ai porté plus de 10 ans dans la même entreprise. C'était absolument obligatoire et tous les jours c'était cravate, quelle que soit la température extérieure. Waouh. Ah oui, il y a des entreprises comme ça. Après, voilà, tu es un directeur général sans cravate et ça te va tout à fait. Merci. Mais du coup, raconte-nous alors le commerce, ok, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait au début du coup de ta carrière? C'était quoi les grandes étapes? En fait, je me suis orienté vers un bac technologique en génie électrotechnique et mécanique. J'avais besoin, je pense, de réaliser des choses avec mes mains. Le service m'intéressait déjà assez peu, ce qui était abstrait, c'était pas trop mon truc. Peut-être mes origines paysannes ou mes origines savoyardes, de commerçant, on a besoin de réaliser quelque chose. Et donc je me suis orienté toujours avec cette envie d'avoir une cravate et un costume vers l'industrie. Donc j'ai fait mes études à Passy, j'ai eu mon bac. Ensuite je suis parti à Grenoble pour passer mon BTS, toujours un peu dans la même voie, technico-commerciale, en génie électrotechnique et mécanique.
Je le dis doucement en fait et j'articule bien pour Laurent. Voilà. Merci, Johan. Et à l'issue de ça, j'ai arrêté mes études parce que j'ai été embauché finalement dans l'entreprise où j'avais fait mon stage de BTS. Pourquoi j'ai été embauché ? Je pense que c'est en lien avec ce que j'ai appris, avec les valeurs que m'ont enseigné mes parents et puis mon parrain de cœur, ou plutôt mon ami Denis, chez qui j'ai appris à travailler, qui était restaurateur également. J'ai appris que en fait il faut travailler dur et le travail doit être bien fait, très très bien fait, pour espérer avoir une certaine reconnaissance de la part des gens. Je parle pas d'une reconnaissance pécuniaire, je parle d'une reconnaissance où quand quelqu'un termine son plat dans un restaurant, eh bien il se dit wow, j'ai vraiment bien fait de venir ici. Donc j'ai appris ça et finalement c'est ce que j'ai mis en œuvre un petit peu partout où je suis passé. Et donc dans mon premier stage, c'était une entreprise qui fabriquait, finalement les choses se rapprochent petit à petit, puisque c'était une entreprise qui fabriquait du matériel industriel pour la boulangerie, pâtisserie, traiteur. Donc j'étais en train de m'éloigner de la restauration et de me rapprocher de l'industrie. Et finalement, cette entreprise familiale, c'est là où on a remarqué peut-être mes aptitudes au commerce et mes aptitudes à l'industrie, mes appétences en tout cas à l'industrie. Du coup, on m'a proposé un travail après mon BTS et j'y suis allé bien volontiers. Tu nous racontais pendant la préparation que tu étais rentré dans cette industrie, tu avais travaillé et tu travaillais jour et nuit parce que tu étais tellement investi et que c'était peut-être un peu ça aussi qui t'avait permis de prendre du recul. Oui, bien sûr. En fait, au tout début de mon travail justement dans cette entreprise grenobloise, je pratiquais le commerce donc en boulangerie-pâtisserie très tôt le matin et jusque vers 13h, 14h, puisqu'après les boulangers pâtissiers se retirent. Et finalement, quand je rentrais au bureau en ayant fait ma journée de commerce, eh bien je tombais sur les techniciens qui partaient installer des machines justement dans les boulangeries-pâtisseries et qui finalement m'emmenaient. Donc j'y allais volontiers au début et puis quand ils rentraient, c'était tard, en tout cas quand ils avaient terminé, donc 21h, 22h, et il fallait que je reprenne le lendemain vers 2h, 3h du matin pour aller de nouveau commercer avec ces personnes, avec en tout cas les professionnels avec qui on travaillait. Et du coup, oui, ça me faisait des journées plutôt à rallonge, donc c'est hyper enrichissant, puis à un moment on tient pas trop parce que ça devient vraiment très prenant sur la vie personnelle et puis la vie sociale. Mais super expérience, en tout cas ça m'a appris énormément de choses et puis j'ai continué ma voie en fait vers d'autres horizons. J'ai changé d'entreprise, j'ai changé de parcours. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien aussi que tu reviennes. Tu nous racontais donc après cette expérience que tu avais un peu galéré à trouver du boulot, du travail, et c'est un peu ce que rencontrent beaucoup de gens aujourd'hui. En fait, on a peu d'expérience, on postule, on lui dit vous avez pas d'expérience. Comment on fait dans ce cas-là ? C'est vrai que cette expérience, elle m'a beaucoup marqué. Ce moment-là de ma vie, c'est peut-être une des composantes en fait de ce que soit je suis devenu, soit ce que j'essaye de mettre en œuvre aujourd'hui, parce que sorti de mon BTS et avec cette, on va dire, année ou 2 années, je sais plus exactement, d'expérience dans cette entreprise, je me suis retrouvé sur le marché du travail avec des remarques assez particulières, parce que je passais des entretiens à Lyon, à Paris, à Grenoble, dans des entreprises qui me plaisaient, des entreprises industrielles avec des cabinets de recrutement. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Et ça se terminait par vous avez un super profil, mais vous viendrez nous voir quand vous aurez de l'expérience. Et à chaque fois, je me faisais damer le pion en fait par quelqu'un qui avait 10 ans, 15 ans d'expérience de plus que moi. Et c'était un truc que je pouvais pas acheter, que je pouvais pas louer. L'expérience, on l'acquiert avec le temps. C'est comme ça. Donc, ça m'a donné un petit peu de colère, et je me suis dit, puisque c'est comme ça, mon expérience, je vais me la faire tout seul.
Donc, je me suis enregistré en tant qu'agent commercial indépendant, avec différentes activités finalement. Expérience assez particulière parce qu'elle est très très formatrice, très difficile quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas de connaissances des mécaniques du commerce, de l'industrie. Mais finalement, quoi qu'il arrive, on en retire toujours quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je suis construit. J'essaie toujours de retirer quelque chose de ce que je fais. Et c'est vrai que ça a été difficile parce que on est sur le marché, on a envie de déplacer des montagnes, on a envie de réussir, on a envie de faire plein de choses. On pense qu'on a les capacités de le faire et on ne nous donne pas la possibilité de le faire. Donc vraiment, j'ai vécu cette période comme assez difficile. Mais bon, ça s'est arrangé ensuite. Mais je m'en souviens encore aujourd'hui et quand je peux aider quelqu'un à ce niveau-là, eh bien, j'hésite pas. Merci, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, notamment des jeunes qui sortent d'école et qui trouvent pas d'emploi, de dire qu'en fait c'est possible quand même de le faire et aussi de dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ont de laisser leur chance aussi à des jeunes sans expérience parce que peut-être qu'ils vont nous réserver des surprises. Bien sûr. J'en étais arrivé même à certains entretiens à leur dire mais embauchez-moi, ne me payez pas, c'est pas grave, s'il vous plaît, laissez-moi ma chance. Du coup, après ces expériences, qu'est-ce que tu fais ? J'étais toujours en quête de mon costume et de ma cravate. Donc, je suis parti vers une expérience courte, particulière, intéressante dans la gestion de patrimoine. J'ai été formé à ça. J'ai travaillé pour une banque privée anglaise à l'époque, à Lyon. Là, on est plein dans le costume cravate, là. Exactement. Et je me dis que, avec le recul, c'était pas le travail qui me plaisait, c'était l'image que je m'en étais faite. Parce que ça n'a pas duré longtemps. Je me suis rendu compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que finalement le service, ou en tout cas ce qui n'était pas vraiment concret, ne me plaisait pas beaucoup. J'y trouvais pas beaucoup de bonheur là-dedans. Même quand on signe un beau contrat en fait d'une assurance vie, j'avais l'impression de ressortir avec juste un papier, mais pas grand-chose. Donc finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, ça m'a plutôt permis, je disais tout à l'heure que j'essaie d'en retirer à chaque fois une expérience positive. Et ça m'a permis au moins de savoir que finalement, c'était pas pour moi. Donc c'est testé, c'est coché. Johan, quand on t'écoute, et on est nombreux à t'écouter, comme tu peux l'imaginer, ne serait-ce que nous trois plus nos auditeurs, il y a quelque chose que j'avais noté, c'était le fait qu'il te manquait du concret quand t'avais cette fameuse cravate et ce costume. Et deux autres points aussi qui m'ont fait un peu un trait d'union et qui me donnent le sentiment que t'es un peu un artiste qui dessine sa vie depuis tout petit, avec une espèce de fusain, un croquis, comme si t'avais une feuille blanche et quoi qu'on t'ait dit, quoi que t'aies découvert, au fur et à mesure, t'as fait évoluer ce dessin. Et tu disais que quand t'étais enfant, on t'avait dit « Mais pourquoi tu veux faire autant d'études ?» Ça, c'est un premier point qui m'a vachement interpellé quand on a préparé l'émission avec Marie-Alix. Et puis, la deuxième, c'est aussi, tu as dit une chose, la détermination est le facteur le plus important de la réussite. Donc, si je vais de pourquoi est-ce que tu as fait autant d'études et que la détermination est finalement ton moteur intérieur et qui fait que tu as choisi tous ces chemins. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'être arrivé à un premier camp de base, deuxième camp de base? Comment tu vois les choses avec dans la profondeur, dans le recul, voilà. Il y a au moins 30 questions dans ta question. C'est possible. Je vais essayer de reprendre le fil. Je vois bien. Donc, la première chose, c'est pourquoi tu as fait autant d'études. Alors, c'est marrant parce que pour ceux qui écoutent, et avec le recul qu'on peut avoir sur les études, j'en ai fait très peu. J'ai eu un BTS, donc un bac+2, ce qui aujourd'hui est quasiment presque le plus court de ce qu'on peut faire. Mais c'était pas très culturel dans mon entreprise, mais dans ma famille. Bien que mes parents m'auraient suivi, évidemment, si j'avais voulu faire plus d'études. Mais déjà, c'était, je pouvais avoir une vie un peu toute tracée et faire de la restauration. Je voulais faire autre chose, effectivement. Comme tu dis, je dessine au fusain un petit peu ma vie. Oui, j'essaye de
tous les jours découvrir des choses. Je suis plutôt curieux et je me dis qu'il n'y a rien d'écrit à l'avance. Donc, j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des projets, mais ça me dérange pas de les faire changer, de les faire évoluer au fur et à mesure. En fait, c'est pas un échec quand je change de projet. Au contraire, c'est que des nouvelles données me sont parvenues, j'ai appris de nouvelles choses et finalement, eh bien, je change un petit peu de projet. Mais quand on fait un petit peu le bilan maintenant de ces 43 années, eh bien, on se rend compte que finalement, il y a un fil conducteur, effectivement, celui d'avoir du concret. Et le concret, c'est ce sentiment d'accomplissement. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de ressentir, de toucher ce que je fais. De bien ou de mal, peu importe, puisqu'on apprend à chaque fois de ce qu'on a fait de bien, on apprend de ce qu'on a fait de moins bien, de ce qu'on a pu rater, c'est pas grave, au contraire. Mais j'ai besoin à chaque fois de pouvoir palper quelque chose, en fait, comme ça. Donc, oui, ça m'a conduit forcément plutôt vers l'industrie, plutôt vers la mécanique, l'électrotechnique, en tout cas les machines, où quand j'ai commencé à vraiment entrer dans le vif du sujet, notamment dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait quasiment la moitié de ma carrière, qui s'appelle Mecalux, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que tout ce que je faisais, je pouvais le voir. C'est ce que j'allais. Alors oui, c'est ce que j'entends. On sent que t'as ce besoin d'aller toucher, d'aller voir, de la technicité. Et d'ailleurs, tes études finalement au début, c'était ça, quoi. Et puis je vois aussi autre chose. Je vois aussi le fait que tu saisisses les opportunités. C'est-à-dire que quand tu fais face à un échec, tu dis ok, c'est un échec, mais comment est-ce que je vais rebondir? Ça, tu l'exprimes très bien. Bon, on parle de Mecalux. Moi, j'aimerais bien quand même que tu nous racontes ton entretien de recrutement parce que c'est aussi exquis. C'est vrai qu'il est particulier. Je sais pas jusqu'à quel niveau vous me direz stop en fait quand il faut que je m'arrête. Pas sûr qu'on se dit stop. Donc on arrête tout de suite. Alors en fait c'est un entretien. Donc souvenez-vous ce que je viens de vous dire à l'instant. Je passe des entretiens dans différentes entreprises et puis à chaque fois c'est bien, mais revenez plus tard. Donc entre temps je me suis fait ma petite expérience d'agent commercial, ma petite expérience de gestionnaire de patrimoine. Et là, je recommence. Allez, j'y retourne cette fois. Voilà. Je me dis, on peut pas, ça peut pas recommencer de la même manière. Donc, je travaille un petit peu mon CV, je travaille un petit peu qui je suis, comment postuler, et je change le titre de mon CV, et c'est ça qui me vaut l'appel du directeur de région de l'époque, Didier Rodriguez, en fait, un ami encore aujourd'hui. Parce que j'avais effacé technico-commercial, junior, senior, intermédiaire, je ne savais plus quoi mettre. J'ai marqué, et tu l'as dit tout à l'heure Laurent, la détermination est le facteur le plus important de la réussite. Alors la phrase n'est pas de moi du tout, je crois qu'elle est de Lord Chesterfield, mais on va dire que je la reprends à mon compte, parce que c'est vraiment ce que je pensais. C'est vraiment... je me disais que peu importe les études, peu importe le milieu duquel on vient, peu importe l'expérience que l'on a, quand on veut vraiment quelque chose, et ben finalement on s'en donne les moyens, on travaille dur, et normalement on doit y arriver. Et si on n'y arrive pas, eh ben on en tire des enseignements pour rebondir et faire autre chose. Et donc l'entretien, le premier appel se passe sur ce sujet-là, sur le titre de mon CV, la détermination est le facteur le plus important de la réussite. Et puis là, je passe un entretien donc à Lyon, et début d'entretien, je crois que j'ai dû y passer 1 heure et demie, peut-être plus avec Didier. Hyper intéressant. Enfin, il me demande si j'ai encore un petit peu de temps à la fin de l'entretien. Je lui dis oui, moi j'ai tout mon temps puisque j'ai pas de travail. Et il me dit bon bah j'appelle Antoine qui était le directeur de l'agence à l'époque, qui est retraité aujourd'hui. Puis Antoine arrive et on passe
deuxième partie d'entretien, pareil, 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures encore. Il commence à se faire tard, j'ai un peu faim, quoi. Et là, ils me disent, il faut qu'on en discute encore avec, je crois, le directeur France à l'époque, Daniel Joly, qui est aussi retraité aujourd'hui. Et à un moment, Didier fait une pause, me dit, il faut qu'on aille... il faut que j'aille fumer une clope. Bon, je dis, du coup, je vais venir avec toi, en fait. Je vais venir avec vous. Et je vais avec lui, et il me dit, en fait, qu'il a envie de m'embaucher, finalement. Donc, normalement, 3 entretiens ou 2 entretiens au moins pour une embauche, là, en une fois, je les passe tous les uns derrière les autres. Et puis, je sais pas si je vous passe la suite, peut-être que je vais la garder pour moi, je vous l'ai raconté. On se l'est raconté, elle est magnifique. Voilà. Mais en tout cas, je décroche ce job de technico-commercial pour le département du 38 et du 01. Et je m'éclate vraiment dans cette entreprise parce que ça y est, j'ai réussi à décrocher ce job. Je ne peux pas décevoir les personnes qui m'ont fait confiance et je vais tout donner pour être le meilleur. Et finalement, je sais pas, je vous raconte la suite un petit peu. C'est le début d'une longue carrière. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci Johan. Je vous propose de faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après. Surtout restez à l'écoute de Radio Grand Lac. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM et en DAB+. Vous écoutez l'émission Plongée au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, avec Laurent, nous accueillons Johan Guédon, qui est directeur général de l'entreprise Timon. Johan, tu nous as parlé des débuts de ta carrière. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots encore sur Mecalux et comment tu as progressé chez Mecalux. Enfin, en tout cas, tu as fait carrière chez eux. Et puis après, comment tu es passé en tant que directeur général chez Timon. Mais je crois que c'est pas le premier poste que tu as écouté et occupé. Je vais y arriver. Ce matin, c'est un peu compliqué là-bas. Oui, chez Mecalux, je disais qu'en fait, je suis entré, on m'a donné la chance d'entrer comme technico-commercial sur le département du 38 et du 01. Et là, je me suis dit que c'était une très très belle opportunité qu'on me donnait. Donc, je devais pas décevoir et c'était le moment pour moi de montrer ce que je savais faire ou ce que je savais pas encore faire. Donc, je me suis vraiment donné beaucoup. J'ai atteint mes objectifs, en fait, de technico-commercial. Et puis, comme je l'avais dit à Didier à l'époque, j'étais venu là pour décrocher d'autres choses, pour avancer, pour grandir. Et il n'y avait pas grand-chose à me proposer à ce moment-là, dans l'entreprise. Donc, du coup, ils m'ont dit, si tu veux, il y a la Bourgogne, il n'y a rien. On n'a rien là-bas. Donc, si tu veux, tu vas aller défricher la Bourgogne. Je t'avais dit ça. Oui, j'ai marqué défricher la Bourgogne. Je l'ai mis en surlignant. J'ai dit waouh. Et donc, j'ai dit oui, ok, on y va. Donc, je suis parti là-haut. Il se passait rien. Je me suis installé à Beaune, très très bel endroit, où j'y ai passé quasiment 1 an, même pas tout à fait finalement. Parce que j'ai travaillé comme d'habitude là depuis chez moi cette fois et j'ai essayé de développer ce secteur. Ça a plutôt bien marché parce que j'ai créé pas mal de clients sur la région, un peu plus difficile, un peu différent que des secteurs très industriels ou en tout cas déjà développés. Et un phénomène quand même vraiment exceptionnel qui s'est passé là-bas, c'est que j'ai rencontré mon épouse. Et finalement, quelques semaines plus tard, mon directeur France me dit Johan, on a quelque chose d'autre à te proposer. Je pensais que c'était un retour sur Lyon pour un poste de chargé de grand compte, et pas du tout. C'était de reprendre une agence à Toulouse. Je me souviens à cette époque lui avoir dit c'est où Toulouse? Il m'a dit qu'il me laissait le temps d'y réfléchir. Ça
ça y est, c'est bon, j'y réfléchis, c'est d'accord. T'avais trouvé Toulouse? J'avais trouvé Toulouse, c'était à peu près vers Bordeaux, par là-bas. Ah, d'accord. Et du coup, je lui dis oui, bien sûr, de toute façon, c'est tout réfléchi, c'est oui, j'y vais, en fait, j'ai pas vraiment besoin de réfléchir, quand est-ce que je dois y être. On était, je crois, le 20 décembre. Il m'a dit, idéalement, quand je vais faire l'entretien là-bas, c'est-à-dire le 8 janvier. Et je me souviens de lui avoir dit, est-ce que vous me laissez vider mon frigo avant? Et il dit, comme vous voulez, Johan, il me voyait à l'époque, en fait, mais le 8, on sera là-bas. D'accord. Donc, j'ai récupéré l'agence de Toulouse. Première expérience de management. J'avais, je crois, 23 ans ou 24 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Première expérience de management. Pas forcément très facile parce que je récupère une agence où le responsable d'agence reste et devient l'un de mes commerciaux, un chargé de grand compte. Donc, faut savoir traiter ce genre de choses. Pas d'expérience, mais je l'ai fait de manière pragmatique et humaine, et ça s'est plutôt bien passé avec Alexandre. Et quelques temps plus tard, je suis convoqué à Paris où je ne sais pas pourquoi, un vendredi soir, et je dois y être le lundi matin. J'arrive là-bas et je vois que à côté de moi, il y a le responsable d'agence, la responsable d'agence de Bordeaux et le responsable d'agence de Limoges. Je suis convoqué dans le bureau du directeur France, tout seul au début, et il me dit Johan, vous allez reprendre les agences de Bordeaux et puis celles de Limoges. D'accord, enfin je savais pas. Et visiblement mes homologues non plus. Non plus. Ils l'ont découvert avec moi. Et puis deuxième expérience de management un peu particulière, puisque cette fois j'ai 3 agences dans le sud-ouest, enfin les 3 agences du sud-ouest, plus petites que celles de Toulouse, mais où je garde également les responsables d'agence. Et ces gens-là à prendre en management également. L'idée, c'est pas de cheffer en fait. Hein. L'idée, c'est simplement de dire. Je me souviens de Daniel Joly qui m'a dit faites ce que vous savez faire et tout le monde vous suivra en fait. Donc faites ce que vous savez faire en tant que commercial, en tant que avec mon dynamisme et mon travail habituel, enfin ma façon de faire habituelle. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, ça a duré 8 ans. Johan, parce qu'on est aussi là pour parler de management, pas que de ressources humaines. Là, tu nous exposes 2 cas quand même un peu compliqués de management, c'est-à-dire reprendre, être promu par rapport à d'autres, donc que l'entreprise ait fait le choix de ta promotion et donc devenir le chef de personnes qui étaient avant ton chef. Et je crois que c'est pas la première fois que ça va t'arriver. Comment tu fais dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on fait bien les choses quand on est manager? Étant donné que je l'avais pas appris à l'école, il a fallu que je le découvre ou que je me pose certaines questions. Et aujourd'hui, je pourrais dire que finalement, si on s'attache au réel sujet de pourquoi on est là, c'est-à-dire quel est mon travail, pourquoi je dois développer une agence, c'est quoi l'activité de l'entreprise, et puis que d'un autre côté, on se dit que le respect des gens, c'est ce qu'il y a de plus important, mais finalement, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que on met de côté les problèmes d'ego, on met de côté les problèmes... faut que ça marche dans les 2 sens, évidemment, hein, mais s'il y en a un déjà qui insuffle ça, normalement, les autres, en fait, ont la bonne voie. Donc, on met de côté les problèmes d'ego. Je suis pas le chef de, mais j'ai une mission. Je suis là pour faire quelque chose, notre travail, notre activité. Et tout ça, c'est le prétexte, en fait, à l'échange avec les autres. Et donc, dès le moment où on tire tous dans le même sens, on n'a plus trop de sujets d'ego, de problèmes des uns des autres. T'étais mon ancien chef, ceci, cela, non. En fait, on a une mission et la mission, on doit la mener. Et je connais des gens qui ont appelé leur entreprise premier de cordée. Et là, ça peut être la même chose finalement. C'est on tire dans un sens, on emmène tout le monde, et on est persuadé qu'on n'est pas le meilleur. On sait qu'il y en a d'autres qui savent faire beaucoup mieux le travail. Et nous, on est là pour animer tout ça. On est là pour emmener les gens et faire réussir les autres. Et finalement, je l'avais pas appris.
mais ça marchait pas trop mal. Je vais réagir à ton clin d'œil parce que effectivement j'en connais qui ont appelé leur entreprise Premier de Cordée, mais qui au moment où ils ont immatriculé leur entreprise, ils ont choisi finalement de l'appeler Compagnon de Cordée. Et non, mais c'est génial parce qu'effectivement c'est exactement une phrase que j'ai notée de toi, c'est faire grandir et voir réussir les autres. Et donc en fait tu as tout à fait raison, on peut être Premier de Cordée, et c'est pourquoi j'ai appelé mon entreprise Compagnon de Cordée, c'est parce que on est Premier de Cordée à tour de rôle. Et qu'en fait, suivant les sommets, suivant les situations, suivant les voies qu'on veut ouvrir, c'est exactement ce que tu incarnes, en fait. Chacun va prendre le leadership, je pense, de la situation. Je sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, c'est effectivement cette notion de Premier de Cordée à tour de rôle qui fait qu'on est tous compagnons de cordée. T'as raison. En fait, je pense qu'on doit à un moment... moi, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je légitime ma place de Premier de Cordée en devenant le compagnon de cordée. C'est-à-dire... je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour cheffer, finalement, mais on est là pour être tous ensemble et réussir la mission. Donc, peut-être ce qui a assis ma légitimité, en tout cas chez Mecalux à cette époque-là, c'est le fait que quand il y avait des problèmes, c'est pas les autres qu'on envoyait, c'était moi. J'y allais naturellement parce que je trouvais que c'était comme ça qu'on pouvait régler certains litiges. Donc, je me souviens d'un de mes collaborateurs qui m'avait dit un jour... toi, quand ça sent pas bon, en fait, tu lèves toujours la main pour y aller. et effectivement, parce que je trouvais que c'était ma place, celle-ci, d'y aller, d'essayer quelque chose, d'essayer de régler un sujet, finalement en me disant, si ça marche, les autres pourront s'en inspirer, pourront se dire, tiens, c'est comme ça qu'on fait, et finalement, c'était pas très difficile. Et puis, si ça marche pas, on essaiera tous de faire autrement pour la prochaine fois, mais d'y arriver quand même. C'est ce que j'appelle souvent le rôle du pompier de service. Johan, je retiens deux choses qui peuvent servir à toutes et à tous, je pense. C'est d'abord, il faut faire ce qu'on sait pas faire. Ça permet de changer de poste et ça permet d'aller voir ailleurs. Parce qu'au début, on sait rien faire, notamment pour les jeunes qui sortent d'école. Donc, allez faire ce que vous savez pas faire. C'est pour ça d'ailleurs que les gens vous embauchent, parce qu'ils ont confiance en vous pour faire ça. Le deuxième sujet que je retiens, c'est quand même la mission commune et cette notion de pas de chef. En fait, si on avance tous vers une mission commune, chacun a son rôle et le chef est un peu le chef d'orchestre et on avance. C'est un peu les deux points que je retiens de ce que tu nous dis jusque-là. Tu nous as dit Mecalux, super, tu prends tous les sujets, tu montes, mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après Mecalux, on a Timon qui arrive? Raconte-nous comment ça se passe. Juste avant d'aborder ce sujet, je reviens sur effectivement le côté du chef, où je trouve qu'on se trompe trop régulièrement, peut-être en France, mais je ne sais pas si c'est que français en fait. Ça peut être, c'est un avis, donc je sais pas ce qu'il faut. La différence entre le sachant et l'animateur. Pour moi, le manager, c'est pas forcément le sachant. C'est pas celui qui sait mieux que les autres. Au contraire, le manager, pour moi, c'est celui qui sait trouver là où les autres sont les meilleurs, les mettre à cette place-là, justement, et ensuite animer les talents les uns les autres. C'est ça, pour moi, la clé quand même du management. Je crois qu'on se rejoint là-dessus. On se rejoint clairement là-dessus. Et pour avoir accompagné des gens dans des postes de management ou des gens dans mes équipes, ou même aujourd'hui encore d'accompagner des gens autour de moi, c'est vraiment là-dessus que je les pousse, quoi. C'est pas parce que je sais pas que je suis pas capable d'animer une équipe, c'est où sont mes compétences et comment je les mets au service des autres. Alors, comment intitules le changement de poste entre Mecalux et Timon? Et surtout, pourquoi? On pourrait résumer ça à une phrase qui s'appelle « Arrêtez de m'écrire, appelez-moi ». Quand on est soit manager, soit commercial dans une entreprise un peu connue, forcément, on est un peu sollicité par les cabinets de recrutement, par les chasseurs de tête. C'est normal, je dirais. Les gens exposés à l'extérieur sont souvent sollicités. Bon. Je suis concentré sur ma mission chez Mecalux depuis presque une dizaine d'années et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. J'aime cette entreprise, j'aime ce que je fais au quotidien, j'aime les gens avec qui je travaille, que ce soit mon équipe rapprochée ou ma hiérarchie.
c'est vraiment des gens que je respecte. Ce sont des gens que je respecte et que j'aime toujours aujourd'hui. Ils m'ont tellement appris. Donc je regarde pas, j'écoute pas l'extérieur en fait. Et pourtant il y a des sollicitations, enfin bref. Puis un jour il y a un mail, 2 mails qui arrivent, 3 mails, je sais plus combien en fait, de la même personne. J'ai dit la vache, il insiste lui quand même. Et je me souviens, c'était un vendredi après-midi, je terminais ma réunion commerciale à Toulouse et je réponds juste au mail en disant arrêtez de m'écrire. Si vous voulez me parler, appelez-moi. Et je mets mon numéro de téléphone et point, ni bonjour, ni au revoir, ni rien du tout sur le mail. Et envoyé. Et je crois que dans les 5 minutes, peut-être mon téléphone sonne. Ça tombe bien, c'était la fin de journée. Je pouvais y répondre sans aucun problème. Je reviendrai peut-être sur une anecdote rigolote aussi. Et donc je décroche mon téléphone et là il s'agit d'un recruteur, enfin d'un cabinet de recrutement. Donc c'est pas la personne en direct, mais c'est je sais pas comment on appelle, enfin les personnes qui l'emploient pour trouver des profils. Donc il m'appelle et je lui dis qu'est-ce que vous voulez finalement? Et là il me propose, il me dit j'ai identifié votre profil et j'ai peut-être un poste de directeur commercial en Savoie. Et là ça résonne parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand j'allais être grand, je voulais une cravate et un costume. Et je sais pas pourquoi à cette époque-là aussi, le poste de directeur commercial, c'était un truc qui résonnait. J'en connaissais aucun dans mon entourage, hein, j'en avais jamais rencontré, je savais même pas à quoi ça ressemblait un directeur commercial. Je sais même pas d'ailleurs ce que ça faisait, je crois. Mais c'était un peu le Graal, quoi. C'était il y a un jour, si t'es directeur commercial, waouh, la classe, quoi. Et donc quand il me propose ça, il dit et puis alors il rajoute derrière le petit adjectif complémentaire qui dit en Savoie, et forcément il a toute mon attention. Et qui fait écho à un certain petit garçon qui était à l'école du petit village Notre-Dame de Bellecombe et qui nous a dit pendant la préparation de l'émission « Et je skie en fin de journée ». Exactement, j'avais la chance de pouvoir rentrer de l'école suffisamment vite pour pouvoir aller faire encore 1 ou 2 descentes juste en face du restaurant de mes parents. Ouais, c'était chouette ça. Ça a dû toucher ça un peu, non? Ouais. Le retour en Savoie, on se disait de temps en temps avec mon épouse que c'était chouette. La région toulousaine est vraiment chouette en fait. On y a passé des bons moments, on y a passé 8-9 ans de notre vie là-bas. Mes filles sont nées à Toulouse finalement. Mes 2 jumelles sont nées à Toulouse. Mais on s'était dit aussi quand même que on n'y resterait pas. Ce serait pas l'endroit où on passerait toute notre vie. On avait quand même dans l'idée de se dire Rhône-Alpes, la Bourgogne, ouais, c'est quand même 2 endroits où probablement on retournera. Quand on s'est dit ça, on se doutait pas une seule minute que ça allait arriver aussitôt finalement. Bref, donc je réponds à cet appel et je dis ok, vous savez, j'ai aucune raison de partir de la belle entreprise dans laquelle je travaille. Ça risque d'être un peu difficile pour vous, mais allons un petit peu plus loin si vous voulez, quoi. Donc voilà, j'avais donné un petit peu, mes conditions, les raisons, la façon de faire pour partir. Et puis ça a avancé. Et j'ai rencontré le président de l'entreprise, Timon, quelques semaines plus tard. Pour la première fois, Jean-Christophe, Giaconelli, le propriétaire actuel de l'entreprise, enfin président de l'entreprise. Ils sont 2 frères à détenir 2 entreprises, la SAT et puis Timon. Et à l'issue de l'entretien, qui devait durer, je crois, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, et comme à l'accoutumée, a dû durer environ 2 heures, peut-être plus, je sais pas. J'ai appelé Hélène, ma femme, et je lui dis c'est que le premier entretien, mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire parce que j'ai rencontré quelqu'un pendant cet entretien, quelqu'un de génial, quoi. Quelqu'un avec qui on a pu avoir un vrai échange constructif, franc, honnête. Et je me suis dit à ce moment-là qu'on pouvait
se faire confiance. Donc c'était que le premier entretien, mais je me souviens avoir dit à mon épouse, je pense que tu peux commencer à regarder des endroits où on va habiter en Savoie. Et vider le frigo. Et vider le frigo cette fois avec... oui, effectivement. Et donc les entretiens se sont un petit peu enchaînés et au moment où il faut prendre une décision, c'est dur parce que ça y est, tout est réuni pour dire oui. Mais comment on fait pour s'en aller de l'entreprise qu'on aime tellement, l'entreprise qui m'a tout appris, l'entreprise qui m'a permis de devenir ce que je suis, et finalement l'entreprise qui m'a permis d'être sollicité aujourd'hui en tant que directeur commercial dans une nouvelle entreprise. Je sais que c'est mon travail, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait de bien, c'est ce que j'ai fait de moins bien, certes, mais c'est aussi toutes les opportunités qu'elle m'a offertes, cette entreprise Mecalux, pour en arriver là. Et donc, comment on fait ? Et je me suis dit que c'était pas très correct j'ai fait un choix finalement de dire je vais signer mon contrat chez Timon et ensuite j'informerai Didier et Daniel Joly de mon départ, mais je veux pas leur laisser la possibilité entre guillemets de me faire une contre-proposition. Je voulais pas être dans cette situation-là parce que je trouve que quand on a décidé de partir d'une entreprise, il faut pas rester. Enfin, quand c'est un choix qui est profond, qui est motivé par quelque chose, il faut pas que ce soit l'argent ou un nouveau poste ou quelque chose en fait qui vous retienne, parce que c'est un petit peu consommé et ça ressortira, je pense. C'est mon avis, hein. Ça ressortira à un moment ou à un autre. Donc, je voulais pas ni me mettre ni les mettre dans cette situation-là. Donc, j'ai décidé de signer mon contrat, ensuite de les informer. En revanche, ce que j'avais fait avec Jean-Christophe Jaconelli et ce que j'ai dit ensuite aux dirigeants de Mecalux, c'est que on ne se base pas sur le temps de mon préavis, on se base sur ce que j'ai encore à faire, et donc ça prendra le temps que ça doit prendre. Donc j'ai nettoyé tout ce que j'avais à nettoyer en fait à l'agence de Toulouse, de Bordeaux, de Limoges avant de partir. Et une fois que c'est clair, on peut partir. Ça, on en a discuté ensemble. C'est aussi à un moment donné, quand on doit recruter pour les autres, quand on est directrice des ressources humaines, on recrute pour les autres, et d'expliquer au manager, non, on n'est pas pressé pour le poste, parce que les gens, ils doivent partir correctement. Si la personne, elle part du jour au lendemain et vous dit, non, mais moi, je suis dispo tout de suite, et ça me dérange pas de quitter l'entreprise. Alors, soit c'est un bon timing pour la personne, ça c'est ok, mais moi, je préfère quelqu'un qui dise, non, il faut que je finisse correctement les choses avant d'entrer dans une autre entreprise. Parce que ça veut dire qu'il fera pareil chez moi. Bien sûr. C'est, je sais pas si ça touche je vais pas dire aux valeurs, parce que je suis personne pour juger des valeurs des gens, mais je pense que ça touche au professionnalisme. Ça touche au rapport qu'on a avec son entreprise. Est-ce que on construit l'entreprise ou est-ce qu'on consomme l'entreprise ? Et moi, j'ai toujours fait partie, en tout cas, de ceux qui construisent plutôt que ceux qui consomment. Je pense que j'ai des choses à donner à l'entreprise, j'ai des choses à faire, j'ai des responsabilités avant d'avoir des droits. Donc, oui, je trouve que dans un entretien, on doit laisser aux personnes le temps de partir proprement de leur entreprise. Et ça témoigne également de leur engagement vis-à-vis de leur entreprise actuelle. Donc on sait bien, en tout cas Timon s'est bien passé de moi depuis 1968. Hein. Donc un mois ou deux de plus, finalement ça change pas grand-chose. En revanche, laisser une équipe avec qui on a construit des choses, notamment à Toulouse, comme ça du jour au lendemain, ça fait un petit peu le premier de cordée qui coupe la corde, quoi. Donc ça c'est pas cool quand on est en dessous. Alors on voit qu'il nous reste une dernière encablure pour l'émission pour maintenant rentrer dans le cœur de Timon finalement et de toi au cœur de Timon et de Timon au cœur de toi. Il y a quelques petites phrases qui vont peut-être ouvrir un peu le champ. C'est tu as dit avoir des idées, c'est bien mais ça ne suffit pas, il faut les faire mettre en œuvre. Tu nous as dit aussi pendant l'émission que tu étais un bon leader et que tu avais pas forcément le management au quotidien, mais que tu avais t'entouré.
et que finalement, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux nous décrypter Timon un peu comme ton hashtag Timon décrypte, et puis nous dire finalement les premiers pas de ce que tu as commencé à mettre en œuvre. J'ouvre la voie pour Marie-Alix, mais dans tout ce qui est ressources humaines, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que... 3 petits points. Ok. Vas-y, parle-nous de Timon, je pense que c'est ça qu'il voulait te poser comme question. Souvent, je commence par parler de Timon en disant « J'ai la chance de travailler au quotidien avec 80 passionnés ». C'est pas 80 salariés, c'est pas 80 collaborateurs, c'est 80 passionnés. Et vendredi dernier, on était chez un client où on finalisait, on a invité toute l'entreprise à aller visiter cette installation. Je peux la nommer, c'est Intex en fait. C'est une société qui fabrique tout ce que vous pouvez connaître comme loisirs, des bouées, des matelas, des spas, des piscines. Dans quelle région ? Dans le 71, c'est limite 71-39, la commune c'est Le Miroir. Alors la société, elle est géniale et les gens qui y travaillent sont encore plus géniaux que leur société. C'est une super histoire en fait qu'on a écrit avec eux depuis 2016 et pour moi c'est exactement ce que je veux faire en commerce, c'est exactement ce que je veux faire en management. Ça traduit, j'allais dire, toute ma vie professionnelle. Un client qui est fan de nous, un client qui recommande des installations chez nous, un client qui nous recommande auprès d'autres sociétés et qui nous remercie d'être là au quotidien. Et ça veut pas dire que c'est facile, hein. Ça veut dire que depuis 2016, ça a été très compliqué de travailler avec. On a fait des trucs bien, on a fait des trucs moins bien, mais on a toujours été là. On n'a jamais rien lâché et on s'est toujours demandé comment faire pour que notre client soit tellement satisfait de nous, qu'il soit plutôt fan de nous. Et concrètement, on se met à la place de nos auditeurs, et parce que nous on a eu la chance d'entendre que tu nous expliques un peu le métier de Timon, mais finalement si je fais cette visite de collaborateur chez un de nos clients qui est fan de nous, donc qui s'appelle Intex, et concrètement c'est quoi le chantier que vous avez mené et c'est quoi le métier concret? Voilà, rentrons dans le concret, celui que t'aimes tant. Alors notre métier c'est de rendre possible le transport des produits depuis la zone de fabrication, l'usine, jusqu'à la zone de distribution. En somme, on fabrique des lignes de convoyage pour palettes et des machines d'emballage pour les charges palettisées. Donc, tous les produits que vous consommez au quotidien, que vous achetez en grande surface, ils sont forcément arrivés depuis une usine de production jusqu'au lieu de distribution. Et ça, ce n'est possible que si on emballe les produits sur une palette pendant leur transport. Donc ça, c'est notre métier. On n'est pas les seuls à le faire. On est quasiment les seuls en France à le faire. On a plein de concurrents en Italie, en Espagne, en Allemagne. Donc on se bat, ça ferraille un petit peu tous les jours. Et ça, c'est vraiment notre métier. Et quand même, j'ajoute que on fabrique tout en France. Et tout ce qu'on vend, on le fabrique. Donc, c'est pas facile au quotidien, puisqu'il y a des tas de gens autour qui arrivent à produire avec des coûts inférieurs, avec ceci, avec cela. Enfin bref, je vous fais pas l'article, on en entend suffisamment parler à la radio ou à la télé. En tout cas, nous, on est là, on se bat et on pense que les machines, c'est bien, mais les équipes, c'est mieux. Et c'est grâce aux équipes qu'on arrive à vendre des machines plus chères que les autres et que nos clients, en fait, les apprécient. Mais finalement, au-delà de nos machines, c'est bien sûr qu'ils aiment nos machines, mais ils aiment surtout les équipes qui travaillent. Je retiens plusieurs choses de ce que tu nous as dit. C'est nous devons faire de nos clients des fans. Et là, je trouve que cette phrase, elle est géniale parce que ça va vraiment au-delà du service client, au-delà de la qualité. Voilà, je sais pas si tu veux en dire un peu plus sur cette phrase déjà. Oui, bien sûr. Faire de nos clients des fans, c'est effectivement la différence entre un client qui est content de ce qu'il a acheté et un client qui trouve qu'il a vraiment bien fait d'acheter chez nous. En fait, un client qui est content de ce qu'il a acheté, pour moi, c'est juste normal. Il a payé pour ça, donc c'est normal que ça fonctionne, c'est normal qu'il en ait, entre guillemets, pour son argent. Par contre, qu'ils se disent à la fin, waouh, c'est mieux que ce que j'imaginais, ça s'est passé de manière plus appréciable que ce que je pensais, la machine marche mieux que ce que j'avais imaginé. Pour moi, c'est ça en fait, c'est ça qu'on doit aller chercher. C'est pas juste, oui, ça marche. Non, ça c'est pas suffisant.
Et donc ça, pour moi, ça permet de justifier le coût supplémentaire. Et l'autre chose qui permet de justifier le coût supplémentaire, c'est ce que tu nous as dit quand par rapport à ton client Intex, c'est vous avez créé des solutions pour nous, vous avez créé des machines pour nous. En fait, vous faites du sur-mesure, c'est un peu de l'orfèvrerie. Oui, Marie-Alix. Chez Timon, on s'attache surtout en fait à résoudre les problématiques de nos clients. Donc, oui, on s'intéresse essentiellement à eux, on s'intéresse à leur activité, on s'intéresse à leurs problèmes et notre job, en fait, il est de résoudre ces problèmes. Donc oui, quand il faut inventer une fonction, inventer quelque chose pour résoudre le problème de notre client, eh bien, ces 80 passionnés, on sait tous se mettre au travail pour y arriver. Ce qui est intéressant, Johan, c'est que finalement, je vais te faire un clin d'œil sur l'humain. On voit que tu parles d'ouverture, on voit que tu parles de donner sa chance, on voit, comme dit Marie-Alix, vous faites du sur-mesure chez Timon et ça justifie peut-être d'être un peu plus élevé en termes de coût, mais finalement de satisfaction du client. Tu as dit au début de cet échange que au début, on t'a demandé d'avoir de l'expérience tout en étant jeune. Et finalement, j'aimerais que tu nous évoques la partie... cette porte ouverte que tu fais chez Timon pour les jeunes, les alternants, et puis que tu nous parles de ton plan 2020, la sérénité pour tous. C'est le plan 2030, la sérénité. 2030, pardon, j'ai lu mes notes. 2020, c'était il y a 5 ans. Bonjour, c'est un plan rétroactif. Oui, tu as dit tout à l'heure en fait que j'étais un bon leader. C'est moi qui l'ai dit finalement, et c'est pas une question d'avoir la grosse tête ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un moment, en fait, on doit savoir ce en quoi on est bon et ce en quoi on est un peu moins bon. Je pense effectivement que les gens savent me suivre, en fait, quand j'emmène quelque chose, et que je sais m'entourer, et que j'ai des gens qui sont bien plus compétents que moi dans des tas de domaines autour de moi, et heureusement, là, comme ça, tout de suite, je pense à Pierrick, en fait, qui est mon compagnon de cordée depuis quelques années. Je pense à Grégory aussi, je pense à Anthony, je pense à Aurélie, enfin, j'en oublie plein dans le groupe de managers de l'entreprise, mais ce sont des gens qui ont des tas de qualités que j'ai pas, et j'en ai, que eux n'ont pas, et parfois on a des défauts aussi en commun. C'est bien, ça nous rapproche. Et en tout cas, ça permet au quotidien, moi, c'est pour ça aujourd'hui que je vis, c'est faire grandir toutes ces personnes, c'est les faire progresser et les voir en fait progresser. Ça, c'est génial. Les voir devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors évidemment, c'est grâce à eux en priorité. Hein. Moi, c'est juste après. Et puis, on a un partenariat avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc parce que finalement, ça, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Laurent. Au club des universités de Savoie-Mont-Blanc. Ouais, exactement. D'entreprise. Finalement, c'est donner cette chance, et c'est là où on boucle finalement, on est presque à la fin de l'émission, c'est là où on boucle avec ce qui s'est passé au tout départ. C'est-à-dire, on m'a pas donné ma chance, où c'était difficile d'obtenir cette expérience, cette première expérience dans une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises donnent cette chance-là aux étudiants, donnent cette chance-là aux lycéens, aux collégiens. On reçoit aussi beaucoup d'élèves en fait de troisième pour leur dire venez voir, c'est super chouette l'entreprise, on fait vraiment plein de choses et peut-être que c'est un endroit où vous allez pouvoir vous affirmer, vous épanouir et construire peut-être une carrière, une passion. En tout cas, moi c'est comme ça que ça m'est arrivé et j'espère que ça va arriver à plein d'autres. Johan, c'est affreux, l'émission touche à sa fin effectivement. Je pense qu'il va falloir refaire une émission avec toi, comme avec d'autres, mais avec toi particulièrement, pour parler de vos projets en interne. Peut-être que tu veux nous dire 2 petits mots avant que je termine cette émission sur ton engagement associatif, peut-être, on en avait parlé. Oui, j'aime beaucoup, alors après être passé par le sous des écoles pendant quelques temps de Drumettaz, une association incroyable. Ça y est, je suis retraité puisque mes filles sont rentrées au collège maintenant depuis 3 ans. Eh bien, je me suis remis dans une association qui est la foulée de Drumettaz. Donc, elle organise le trail une fois par an et puis une marche et une course sur un 10 km. Pareil, une expérience incroyable avec l'équipe qui est en place. J'apprends plein de choses tous les jours. Il y a des gens qui sont là, je sais pas si vous vous rendez compte, depuis 40 éditions. Ça fait 40 fois qu'ils organisent ça. Ils ont une expérience incroyable et j'adore ça. Donc,
Ouais, vive les associations, vive le monde associatif, parce que on a besoin de ça aussi, un petit peu d'engagement, de temps donné gratuitement pour le bien commun. Merci beaucoup, merci Johan, merci Laurent. L'émission est terminée. Là, je vais manger quelques minutes, mais je peux pas vous laisser sans vous dire que à 12h05, vous pouvez retrouver Élodie dans l'émission Enquête de sens, à la découverte de personnes qui ont fait le choix de bien vivre leur vie professionnelle, comme toi, Johan. À 13h, on retrouve Cyril dans l'émission Parlons Asso. Tu vois, tu parlais d'association, peut-être que tu pourras venir parler des foulées de rhumatase avec Cyril. Et enfin, à 18h, c'est Eve qui nous accueille dans l'émission C'est local et c'est bon, l'émission qui nous met l'eau à la bouche, et vous pourrez déguster des cookies, en fait, virtuellement en tout cas. Surtout, restez à l'écoute. Tout de suite, Maxime, on retrouve Maxime pour l'info locale. Merci à toutes et à tous. Merci.